Dans l'actualité internationale, les dirigeants africains sont depuis hier à Addis Abeba en sommet extraordinaire pour discuter des relations avec la Cour pénale internationale. Ces pays, le président ivoirien Alassane Ouattara participe à ce sommet qui s'est ouvert ce matin dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Deuxième grand titre de cette édition, les réfugiés ivoiriens dans les pays limitrophes continuent de rentrer au pays. 400 réfugiés ivoiriens qui étaient au Libéria ont décidé de regagner Tabou avec le concours du bureau local du HCR. L'actualité en Côte d'Ivoire ce samedi est dominée par le sport. Le match aller Côte d'Ivoire-Sénégal comptant pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. La rédaction sportive de la RTI est déjà sur place pour cette rencontre. Nous serons en direct avec Sébastien Ouénia. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire ce samedi est dominée par le match aller Côte d'Ivoire-Sénégal, comptant pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Sébastien Ouénia, vous êtes sur place au stade Félix Houphouët-Boigny pour cette rencontre. Sébastien, nous avons deux préoccupations. La première, est-ce que les supporters ivoiriens et sénégalais sont déjà mobilisés autour du stade pour ce match? Et puis, côté ivoirien, est-ce que tous les titulaires sont présents? Oui, Alvarassa, je vous retrouve d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Je suis bien au stade Félix Houphouët-Boigny pour ce match extrêmement important. Côte d'Ivoire-Sénégal, vous savez qu'on n'a pas le choix, il faut s'imposer ici au stade Félix Houphouët-Boigny et puis aller chercher notre victoire au Maroc. Mais avant déjà, il faut retenir que les supporters sont bel et bien là, mais pour le moment, aux abords du stade Félix Houphouët-Boigny, chacun essaie de faire le plein de force pour venir soutenir son équipe. Donc, je parle des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire et des supporters de l'équipe du Sénégal. En tout cas, de chaque côté, on est optimiste. On se dit que rien ne peut arriver à notre équipe. Mais pour nous, la Côte d'Ivoire et ses supporters feront tout pour que la victoire revienne donc aux éléphants qui, bien entendu, veulent aller à ce mondial. Et donc, il ne faut pas oublier également qu'au niveau des joueurs, tout est prêt. En tout cas, ils sont prêts. Il n'y a pas de cas extrêmes signalés par les médecins. Donc, tout le monde est prêt, mobilisé pour ce match qui va se jouer dans quelques heures seulement ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Merci Sébastien Ouénia. Rendez-vous à 17h. L'actualité en Côte d'Ivoire ce samedi est donc dominée par le match aller Côte d'Ivoire-Sénégal comptant pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Les enjeux de cette rencontre avec Anjalé Assoukrou. Éléphants de Côte d'Ivoire et Lions du Sénégal s'empoignent à nouveau, cette fois pour le troisième et dernier tour éliminatoire du Mondial 2014. Ivoiriens et Sénégalais s'étaient déjà frottés pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013. Les éléphants avaient alors barré la route de la Coupe d'Afrique des Nations aux Lions. Pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire souhaite réserver le même sort à son adversaire. Arrivé à Abidjan, Sabri Lamouchi et ses hommes, conscients de l'ampleur de la tâche, ont décidé de se fondre dans le moule du président Augustin Sidi Diallo. Pour la Fédération ivoirienne de football, en effet, aucun détail ne doit être négligé. Le sélectionneur national dispose de tous ses hommes forts. Yaya Touré, Kopa Barry, Gervinho et Didier Drogba, pour ne citer qu'eux, respirent tous la grande forme. L'ensemble de l'équipe montre beaucoup d'application et de détermination lors des séances d'entraînement. La discipline est également de rigueur au quartier général des éléphants. Tout est mis en œuvre pour terrasser les lions. Des poulains de Alain Giresse qui, avec tout le peuple sénégalais, crient vengeance. Alain Giresse y est déjà allé de ses petites piques pour tenter de déstabiliser les éléphants et surmotiver les lions. Dans leur rang, des joueurs aguerris, prêts à empêcher la Côte d'Ivoire d'accéder à son troisième mondial consécutif.
Papi Cissé, de retour en sélection, conduira le chemin des Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Mohamed Diamé, Moussa Sow et autres, Henri Sévé. Du beau monde donc. Le public aura dès lors un rôle important à jouer lors de cette manche allée à Abidjan. Il devra supporter comme il ne l'a jamais fait, pousser les éléphants à la victoire. Une large victoire, pourquoi pas. Le tout dans le fair play, la sportivité et la fraternité. Tout à fait autre chose dans l'actualité internationale. Les dirigeants africains sont depuis hier à Addis Abeba en sommet extraordinaire. C'est le 15e du genre pour discuter des relations avec la Cour pénale internationale CPI. Ce tribunal, depuis sa création en 2002, a inculpé une trentaine de personnes, tous des Africains. De nombreux dirigeants africains ont ainsi le sentiment que le continent fait l'objet d'un traitement spécial, à voir que la Cour sert d'outils politiques. Et le président de la République, Alassane Ouattara, participa à ce sommet qui s'est ouvert ce matin dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Notre envoyé spécial, Awa Touré, à Addis Abeba, bien sûr, en Éthiopie, pour suivre ce sommet pour RTI 1. La Cour pénale internationale mène-t-elle une croisade contre l'Afrique? Certains dirigeants africains ne sont pas loin de le penser, quand on sait que depuis sa création en 2002, la CPI a inculpé une trentaine de personnes, des Africains. D'autres, par contre, estiment que c'est l'impunité et des individus qui sont jugés par la Cour pénale internationale et non le continent africain. C'est donc à juste titre que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont choisi pour cette 15e session extraordinaire de réfléchir sur la relation entre l'Afrique et la Cour pénale internationale. 34 États membres de l'Union africaine étant partie prenante au statut de Rome. Pour la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Zouma, ces États partis doivent demeurer dans le cadre juridique du statut de Rome. Elle a par ailleurs indiqué que les pays africains doivent mettre en œuvre des mécanismes pour renforcer leur juridiction afin que la CPI demeure une juridiction de dernier ressort, comme le stipule le traité de Rome. Cette rencontre au sommet est aussi l'occasion de plancher sur le cas du Kenya, où le président et le premier ministre ont été inculpés par la Cour pénale internationale pour les violences électorales de 2007. La présidente de la commission a plaidé pour que ces dirigeants élus puissent accomplir leur mandat et contribuer à la réconciliation. Le président en exercice de l'Union africaine, le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, a pour sa part indiqué que l'Afrique ne soutiendra jamais l'impunité. Il a ajouté que la Cour pénale internationale devrait tenir compte des expériences sur le continent africain. Il a souligné que l'objectif de cette session n'est pas d'organiser une croisade contre la Cour pénale internationale, mais de prendre des mesures pour que la CPI prenne en compte les préoccupations de l'Afrique. Dans l'actualité internationale également, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se sont ouvertes hier vendredi à Washington aux États-Unis d'Amérique pour débattre des grands dossiers liés aux perspectives de l'économie dans le monde. Le premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, participe à ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. David Guedamobio. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sont une occasion pour les dirigeants du secteur public et du secteur privé, ainsi qu'aux experts issus des milieux universitaires, de se retrouver pour traiter des grands dossiers mondiaux, dossiers liés aux perspectives de l'économie dans le monde, au développement économique, à l'efficacité de l'aide internationale et à la lutte contre la pauvreté. Ce matin, ici à Washington, D.C., les travaux de ces assemblées annuelles ont été officiellement ouverts par Jim Yong Kim de la Banque mondiale et Christine Lagarde du FMI, en présence de la délégation ivoirienne conduite par Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. À la fin de la cérémonie d'ouverture, il a voulu donner les enjeux de cette rencontre bilan.
Et il s'agit donc d'abord de comprendre un peu le monde dans lequel on évolue. Je pense que tout à l'heure, nous avons écouté donc les perspectives données par le président de la Banque mondiale, M. Jim Kim, et par Mme Christine Lagarde. Et apparemment, de ce ressort de leurs interventions, il y a d'abord l'amélioration de la situation mondiale qui a commencé, qui pourrait donc se fortifier au fil donc des années. C'est la première chose que j'ai notée. Et la deuxième chose que je voulais donc noter, c'est les innovations importantes qui vont être apportées à l'intérieur des institutions, notamment au niveau de la Banque mondiale. Vous avez entendu les engagements qu'il a pris, notamment donc de raccourcir les délais des études donc des dossiers, d'aller sur le terrain pour constater la réalisation. En fait, ce sont des engagements très très forts qui permettaient donc à les institutions d'être encore beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et je pense en fait que c'est ce qui permet donc d'accélérer les différents dossiers pour le financement. Et vous savez en fait qu'aussi il y a un engagement de réduire de manière très très forte le taux de pauvreté d'ici 2030. Donc moi je pense que c'est une bonne rencontre. Et le tout, c'est que nous fassions tous ensemble, ça devient des réalités sur le terrain. Pendant 3 jours, ces délégations venues du monde entier vont, à travers séminaires, séances d'information régionales, conférences de presse et autres sessions consacrées à l'économie mondiale, faire un bilan du système financier international. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a mis à profit cette mission ici à Washington DC pour présenter aux partenaires au développement l'évolution de l'économie ivoirienne post-crise. Et le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan rencontrera en marge de ses assemblées des hommes d'affaires américains. Il va les inviter à participer au prochain forum investi en Côte d'Ivoire du 29 janvier au 1er février 2014, ici même à Abidjan. Revenons en Côte d'Ivoire dans le cadre de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les régions de Gbeke et du Bélier le 25 novembre prochain. Le ministre des Infrastructures économiques Patrick Kachi s'est rendu à Bouaké et à Yamoussoukro pour voir comment avancent les travaux. Traoré Abou, RTI Bouaké. Le ministre des Infrastructures économiques Patrick Kachi est sur le terrain. La raison, on la connaît. La visite prochaine du chef de l'État Alassane Ouattara dans les régions de Gbeke et du Bélier. Avant cette visite qui débutera le 25 novembre, le ministre Patrick Kachi est donc venu s'imprégner de l'état d'avancement général des travaux dans les différentes localités visitées. Il s'est rendu sur des sites stratégiques. Il s'agit pour lui de donner un coup d'accélérateur au chantier d'adduction d'eau et de réhabilitation des axes routiers. À Bouaké, Patrick Kachi a cependant déploré l'occupation anarchique du domaine public, une situation, dit-il, qu'il faut vite corriger. Le chef d'État va arriver le 25 pour que quand il va prendre cette voie-là et tout le monde avec lui, on ait le sentiment que Bouaké est redevenu Bouaké. Identifier les occupants anarchiques, tous seront déguerpis sans exception, qui ne sont pas propriétaires d'un titre qui leur confère un droit sur un domaine qui appartient à l'État. Le ministre a en outre précisé que les chantiers des infrastructures routières concernent notamment le reprofilage, le rechargement des routes, l'ouverture des pistes et le bitumage de certains axes principaux. Puis, il a affirmé sa détermination de voir les entreprises respecter le délai de 30 jours pour livrer les travaux. Il faut considérer environ 4000 pompes manuelles sur l'ensemble des 2 régions qui seront entièrement réparées avant la visite du chef de l'État. En ce qui concerne les routes, ces travaux seront achevés. Nous viendrons d'ici 1 mois faire le point de la situation. C'est environ 5000 km de routes qui seront reprofilées. Donc c'est vraiment une première et ça va constituer un véritable soulagement pour les populations, non seulement en ce qui concerne l'évacuation de leurs produits, mais la circulation. Dans la région de Gbeke, plusieurs infrastructures socio-économiques attendent d'être inaugurées au cours de cette visite d'État, à savoir l'usine des eaux de la Loca qui va accroître la capacité de distribution d'eau et la mise en service du nouveau barque de Béomi. Le 4e Salon international des médias, de la communication et des technologies de l'information et de la communication, ouvert mercredi dernier sous le signe de l'intégration, vient de fermer ses portes. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la communication ont pris part à ce salon. Le thème central, rapport médias, entreprises à outils pour booster la croissance. Honorine Kakoubla, Agnigori.
Le 4e salon des médias et des TIC qui s'est déroulé à la Maison de la Presse durant 3 jours a tenu toutes ses promesses. Avec pour thème gouvernance électronique et modernisation de l'État, l'objectif du salon était de mobiliser les entreprises autour des médias pour une autre vision des rapports médias-entreprises. Nous avons beaucoup appris et nous sommes fait connaître aussi par rapport à notre produit. Et donc pour nous, CNTG, ça a été une tribune pour montrer notre savoir-faire. Nous sommes satisfaits de la présence massive des populations au cours de ce salon. Satisfait également pour le directeur général de la Maison de la Presse, organisateur de ce salon. Je veux que désormais les journalistes puissent comprendre qu'il ne sert à rien de se mettre à côté des entreprises ou de se mettre de l'autre côté pour pouvoir accélérer les entreprises. Il faut que les journalistes partent vers les entreprises. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, se réjouit des journalistes qui ont fait montre d'un savoir-faire professionnel. Cette interpénétration entre les médias, la communication et les entreprises doit nous permettre justement de toujours rechercher le beau, le professionnel, toujours rechercher l'absolu, rendre l'information vraie, rendre une information fiable, une information juste pour le bien de nos populations. Ce 4e salon des médias visait à engager les populations à croire aux médias et à leurs actions. Le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré présente les résultats de ses enquêtes concernant les opinions de la population sur des questions relatives à la nationalité, à la citoyenneté, aux élections et à la réconciliation nationale. Objectif, aider le gouvernement à mieux appréhender les aspirations des populations. Serge Blanc-Gongomé et Fatou Fofana. C'est un échantillonnage de 8 personnes par région qui a permis au réseau international dénommé Afrobaromètre de se faire une idée de l'opinion nationale en Côte d'Ivoire. Une opinion portée sur les questions liées aux élections présidentielles, à la réconciliation nationale, à la citoyenneté et à la nationalité. 34 régions ont été sillonnées par les équipes de ce réseau international. Donc, ces Ivoiriens sur 10 pensent que la réconciliation nationale passe par la libération de tous les prisonniers politiques et 50% des Ivoiriens ont estimé que le vote d'une loi d'amnistie pourrait contribuer à favoriser le processus de réconciliation en cours. S'agissant de la citoyenneté et de la nationalité, disons d'abord que 75% des Ivoiriens désapprouvent l'idée de double nationalité. Et en ce qui concerne le fait d'octroyer la nationalité au partenaire d'un homme, donc cette femme-là, si elle est née hors de la Côte d'Ivoire, il y a 56% des Ivoiriens qui sont favorables. Et dans la même proportion, ils sont contre cette idée quand il s'agit du partenaire de la femme. Le réseau Afrobaromètre est soutenu dans ses activités en Côte d'Ivoire par le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré, une structure qui entend contribuer au développement. L'objectif recherché, c'est que le développement à travers ce genre de structure-là puisse partir de la base. C'est-à-dire que c'est la population de base qui exprime leurs besoins. Et ça, c'est extrêmement important. Je donne un exemple. Vous avez un programme. Vous êtes le maire d'une commune. Vous voulez construire un terrain de football. Mais les populations estiment que l'urgence, c'est peut-être le reprofilage des rues. L'urgence, c'est-à-dire la construction du terrain de football n'est pas mauvaise en soi, mais n'est pas urgente. Créé dans les années 80, le réseau Afrobaromètre est constitué essentiellement de chercheurs africains qui connaissent mieux l'Afrique et ses réalités. Le réseau est présent dans 36 pays du continent. Autre sujet, le député de Soro-Bango, Mohamed Ouattara, était en tournée dans sa région. Il est allé expliquer aux populations de sa localité les nouvelles lois sur la filière coton-cajou, la nationalité et le foncier et le vote du budget 2013-2014. Objectif de cette tournée, permettre à ces populations de comprendre le contenu et l'importance de ces lois qui contribuent au bon fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Kwasi Mamadou. Tagadi, Kaofo, Tambi, Zagala, Koodio, Boropongo, Dangira, Kamara sont les localités visitées par le député Mohamed Ouattara, député de la circonscription de Soro-Bango, dans le département de Bondoukou. Il a informé ses parents sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les lois votées par cette institution de l'État qui contribue au fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Le député Mohamed Ouattara s'est appesanti sur les lois sur le foncier rural, sur la nationalité ivoirienne et celle portant sur la réforme de la filière en arcade et coton.
La loi sur la nationalité a été évoquée en 2 points. Il a expliqué que selon la loi, les étrangers et leurs enfants nés en Côte d'Ivoire entre 1960 et 1972 peuvent acquérir la nationalité ivoirienne par voie de déclaration. L'étrangère qui épouse un Ivoirien ou l'étranger qui épouse une Ivoirienne peut obtenir la nationalité ivoirienne au moment de la déclaration du mariage. Au niveau de la filière en arcade et coton, il a soutenu que l'État va réorganiser ce secteur pour qu'il profite aux paysans. Et pour finir, il a abordé la question portant sur le budget de 2013-2014 que doivent voter les députés pour le bon fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Autre information à l'occasion du 2e congrès de la Société de gynécologie obstétrique qui a eu lieu à Yamoussoukro, le professeur Anongba Simplice a fait une importante communication sur la vie sexuelle des adolescents. Il a demandé aux parents de changer avec leurs enfants sur leur vie sexuelle pour mieux la protéger. Kwadjokwame Jean de Dieu, RT Boaké. Pôle de rencontre de toutes les spécialités médicales impliquées dans la santé de la femme, de la mère et de l'enfant. Les membres de la Société gynécologique obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogochi, et les participants venus d'Afrique et d'Europe ont l'occasion d'apprécier l'impact de leurs prestations de soins sur les indicateurs de la santé de la femme, de la mère et de l'enfant, de même que le taux de mortalité maternelle. Un taux qui reste encore élevé en Côte d'Ivoire. En 2005, nous étions à 543 décès pour 100 000 naissances vivantes. En 2012, nous sommes à 614 décès pour 100 000 femmes qui accouchent. C'est pas normal. Une augmentation qui constitue une réelle préoccupation pour le personnel de santé. Il faut que dans chaque établissement sanitaire, il y ait des gens bien formés, du matériel et la possibilité de prendre en charge toutes les urgences pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Tout le monde est invité à s'impliquer avec des décisions politiques. C'est améliorer déjà un niveau essentiel de la pyramide sanitaire, continuer avec la formation, le renforcement de capacité du personnel médical et puis la gratuité ciblée qui a été donc le point essentiel de cette rencontre de ce matin. Les réflexions portent également sur les innovations technologiques en gynécologie et obstétrique, la lutte contre les infections à VIH. Des axes d'intervention bien cernés qui pourront assurer la promotion de la santé de la femme à travers la réduction du taux de mortalité maternelle, l'augmentation de la prévalence contraceptive et l'augmentation du taux d'accouchement assisté par un professionnel. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a remis les documents de transfert de compétences à l'Office national de l'assainissement et du drainage. Cette structure remplace la direction de l'assainissement et du drainage. Grâce Kando. De plus en plus à Abidjan, les populations sont confrontées à des difficultés liées à l'assainissement. Un fait qui s'explique parfois par les caniveaux bouchés et qui crée de nombreux désagréments. L'eau sale a pris le pas surtout sur les caniveaux. C'est extrêmement sale. Ça engendre les maladies. Et les maladies diarrhéiques, c'est comme ça qu'on les chope. Les caniveaux ne sont pas entretenus. Taux de moustiques, c'est pas couvert. On ne dort même pas la nuit. Moi-même, je ne dors pas. Tous les jours, je suis là. Pas moustique, je ne peux pas dormir. Pour répondre à toutes ces préoccupations, une structure dénommée Office national de l'assainissement et du drainage ONAD vient de voir le jour en remplacement de la direction de l'assainissement et du drainage. L'État a estimé à un moment donné qu'il fallait donc une société d'État, à l'image de l'AGEROUTE, qui en tout cas opère dans le secteur donc, de l'assainissement, pour pouvoir suivre un peu tous les grands chantiers d'assainissement qui sont en cours. Depuis quelque temps, l'ONAD est sur le terrain. Tout est à refaire un peu, en particulier à l'intérieur. Il faut partir des schémas directeurs cohérents, un plan stratégique national et puis peut-être un code d'assainissement qui n'existe pas. Il sera aussi question d'assurer la qualité en milieu rural pour l'élimination de la pratique de défécation à l'air libre et l'assainissement en milieu urbain avec des programmes de restructuration des zones vulnérables insalubres.
Rendons-nous maintenant à Diabo, où les nouvelles autorités sont en campagne de sensibilisation sur la salubrité dans leur commune. Elles ont procédé au lancement des activités relatives à l'opération de propreté de la ville. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu, RTI Boaké. La nouvelle équipe municipale de Diabo a décidé de faire de la lutte contre l'insalubrité son cheval de bataille. Cette commune, jadis propre, est aujourd'hui envahie par des ordures, des eaux usées et même des animaux en divagation. Solution pour remédier à cet état de fait, l'installation d'un comité d'hygiène et de salubrité regroupant plusieurs composantes de la population. Pour le maire de Diabo, Koumoué Kona René, tout sera mis en œuvre pour débarrasser Diabo de ses ordures nauséabondes. Lors de la campagne électorale, nous avons fait de nombreuses promesses. Et donc une des priorités, c'était de créer un cadre de vie au niveau de nos populations de Diabo. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour lutter contre l'insalubrité et ses odeurs pestilentielles, Diabo a bénéficié du soutien du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine FFPSU, qui a fait un don de matériel estimé à plus de 5 millions. Le représentant de cette structure compte renouveler l'expérience de Diabo dans d'autres communes du pays. Le comité d'hygiène et de salubrité de Diabo s'étend également jusqu'aux villages communaux où des représentants ont été investis. Deuxième grand titre de cette édition, les réfugiés ivoiriens dans les pays limitrophes continuent de rentrer au pays. 400 réfugiés ivoiriens qui étaient au Libéria ont décidé de regagner Tabou avec le concours du bureau local du HCR. Thérèse Tapé-Yoboué a suivi ce retour pour RTI 1. Ce convoi en provenance des régions du Maryland, de Rivergy et du camp des réfugiés de Little Walbo au Libéria comprend 489 réfugiés ivoiriens. J'étais toujours un peu gênée parce que c'est mon pays et puis parler ma soeur au Libéria, vraiment, je n'étais pas content. Donc je suis en joie avec mes familles. Je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui je suis dans mon propre pays et puis autant de guerre, j'étais au Libéria. C'est le 17e convoi que le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR de Tabou organise depuis le début de l'opération de retour volontaire en 2012. Ce convoi porte à 3093 le nombre total de retournés ivoiriens qui sont issus de 766 familles. Les réfugiés ont traversé le fleuve Cavali à bord du bac du HCR et atterri d'abord dans le village frontalier de Prolo avant d'arriver au centre de transit de la ville de Tabou où ils ont été accueillis par les autorités administratives et politiques locales. Ces réfugiés ont été invités à s'engager dans le processus de réconciliation nationale pour participer activement à la reconstruction et au développement harmonieux du département de Tabou. Selon les statistiques du HCR, plus de 50 000 réfugiés ivoiriens sont encore au Libéria voisin. La sensibilisation continue auprès de ces Ivoiriens afin qu'ils viennent reprendre leur place dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR a visité les camps de formation de 2000 élèves sous-officiers des douanes à Boaké. Il s'est félicité de la qualité des enseignements dispensés et de la discipline observée. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu, RTI Boaké. Entamée depuis le 22 mai, la formation des élèves sous-officiers des douanes prévue pour fin juillet a été prolongée de 2 mois, a indiqué Fidèle Sarasoro, directeur général de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants ADDR en visite des terrains à Boaké. Le directeur de l'ADDR est venu donc s'imprégner des conditions de formation de ses élèves sous-officiers des douanes. Après la formation commune de base, dans la pratique militaire, les stagiaires et sous-officiers regroupés sur les sites du 3e bataillon d'infanterie et du camp Génie de Boaké sont dans la phase académique de la technique douanière. Le directeur de l'ADDR s'est félicité de la qualité des cours et de la discipline observée au cours de cette formation. Je leur ai signalé quand même que l'État fait de gros efforts. Il faut qu'ils soient conscients qu'ils sont des privilégiés. Et que quand on est privilégié,
Il faut qu'ils se concentrent en ce moment sur leur formation. Ils sont nourris, ils sont logés, ils sont blanchis. Franchement, le reste va venir. Dans quelques mois, ils seront aptes à être des douaniers de bonne qualité. Au nombre de 2000, ces élèves sous-officiers des douanes sont issus des rangs des ex-combattants. Leur formation est complétée par des cours en anglais. Parlons maintenant de Gogué, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations des 44 villages de cette localité se sont retrouvées pour parler de paix, de réconciliation et de développement de leur région. Thérèse Tapeyoboué. Gogué est une ville située à 30 km de Daloa sur l'axe Daloa-Man. Pendant les années de crise, les populations de cette localité ont été fortement meurtries face au mur de méfiance, de haine installé entre elles. Grâce à la médiation des cadres, les populations ont décidé de tourner le dos à la division pour se donner la main. C'était au cours d'une célébration dédiée à la paix. Ainsi, l'ensemble des chefs de communautés autochtones, allochtones et allogènes vivant dans les 44 villages que compte la sous-préfecture ont répondu présents à ce rassemblement de la paix, témoignant ainsi leur volonté manifeste de ressouder le tissu social déchiré par plusieurs années de crise. L'initiateur de cette cérémonie, Lorignon Oré-Félix, a exhorté ses parents à effectivement opter pour le pardon, gage d'une paix durable. Quant au maire de Daloa, El Hadj Samba Coulibaly, il a invité les populations, toutes tendances confondues, à consolider la paix et la cohésion sociale prônée par le président Alassane Ouattara. Je suis venu lancer l'appel à la population de Gogué. Mobilisons-nous, remobilisons-nous, réconcilions-nous, allons à la paix. Et puis allons surtout sur les différentes étapes du développement qui nous attendent. Cette cérémonie de réconciliation a été rehaussée par l'intervention du patriarche Naounou Sémien Gabriel, chef de terre. Il a demandé à ses pères, ses fils, à soutenir et à suivre la route de la réconciliation ouverte par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les paysans du village de Gaosoukro dans le département d'Adiaké peuvent pousser un ouf de soulagement. Les voleurs qui faisaient main basse sur leur récolte viennent d'être pris la main dans le sac par le lieutenant Anno Célestin et ses hommes appartenant à la force d'intervention rapide basée à Adiaké. Les bandits ont été transférés à la gendarmerie de cette localité. Un nouveau naufrage hier vendredi après-midi au sud de Malte et de l'île italienne de Lampedusa a fait une trentaine de morts. Environ 230 réfugiés africains étaient sur le bateau. Le bateau a été déstabilisé et s'est renversé lorsque les immigrants se sont agités pour attirer l'attention d'un avion militaire qui le survolait, se déplaçant tous ensemble sur un côté. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur le site de la RTI, www.rti.ci.